Bienvenue à l'émission Débattons, l'émission aujourd'hui qui se positionne comme creuset de savoir, comme un creuset d'éducation pour former les futurs leaders de ce pays. Bienvenue à la 6e émission du genre qui aura l'honneur d'accueillir ce soir 2e, l'Institut international de management et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La finance islamique est-elle une bonne option pour le développement de l'Afrique? Selon la définition de l'économiste François Pérou, le développement désignerait la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rende apte à faire croître de manière cumulative et durable son produit réel global. Suite aux indépendances, les pays africains ont enclenché des stratégies de développement qui ont nécessité des coûts financiers exorbitants, ce qui les a du coup poussés à s'endetter auprès de certaines institutions, comme celle de Bretton Woods, le Club de Rome ou de Paris, et à se plier subséquemment au diktat de l'industrie financière moderne, donc à subir les coups bas de la machine capitaliste qui, comme vous le savez, ne tolère aucun retard, encore moins une quelconque faiblesse économique. En 1982, à travers le plan Volcker, cette machine capitaliste va plonger les économies d'Afrique dans une crise aiguë de la dette et l'adoption de ce qu'il était convenu d'appeler les politiques ou programmes d'ajustement structurel. 5 décennies, je répète, 5 décennies de tentatives du développement torpillées par un échec, un véritable fiasco qui ne fait qu'aiguiser la crise économique. 5 décennies en face d'un système bancaire qui ne participe que très faiblement à la formation du PIB. En 2005, au Sénégal, selon la DPEE, Direction de la Prévision et des Études économiques, le système bancaire n'a participé à la formation du PIB qu'à hauteur de 18% seulement. Des institutions surliquides avec des ratios prêts sur dépôt qui avoisinent rarement les 80%, comme dans les zones CEMAC et UEMOA, où ce ratio est estimé à 79,4%. Auguste Assemblée, honorable membre du jury. Ce qui nous amène vers l'affirmation d'un point. Il y a un paradoxe du système bancaire africain. L'économie est porteuse de secteurs qui ne vont pas émerger du fait d'un manque criard de moyens financiers. La preuve, dans la zone UEMOA, selon les sources du rapport annuel de la BCEAO en 2005, les crédits court terme représentaient 59,5% contre 3,2% des crédits alloués au financement des projets long terme. Tenez-vous prêts, on aurait cru que cela s'arrêterait là. Non, mais l'effet domino va se poursuivre avec une instabilité démesurée, ponctuée par des crises tout aussi sporadiques que récurrentes. Qu'en est-il de la bulle hollandaise sur la spéculation des tulipes en 1634? Qu'en est-il du crash boursier de 1929? Qu'en est-il de la crise bancaire dans la zone UEMOA en 1987? Sans pour autant oublier la crise de 2008 qui a chamboulé, pulvérisé la physionomie de l'économie internationale et s'est résumée en Afrique en un arrêt pur et simple du processus de croissance entamé depuis 2000. Et sur ce point, l'Afrique va-t-elle continuer à placer en son cœur ce système de finance conventionnel? Bien sûr que non. Et sur ce point, il convient de marquer le pas et de saluer la finance islamique. Pourquoi? Parce que celle-ci se positionne en un puissant catalyseur qui peut non seulement financer les projets de développement de l'Afrique, mais aussi consolider les économies africaines. À travers son principe d'intérêt nul, je vous conjure de vous agripper jalousement à ce groupe de mots, principe d'intérêt nul, déjà théorisé à l'Antiquité grecque par Aristote qui disait que la monnaie ne fait pas d'enfants, donc était contre la marchandisation de la monnaie. La finance islamique est source de stabilité financière et vous savez bien que moi que celle-ci est une précondition à tout processus de développement. Elle est également un puissant facteur qui peut juguler la dette africaine. Depuis ses premières expériences en Égypte en 1960, à travers la mise en place des caisses d'épargne, MIDGAF, les IFI, institutions de finance islamique, ont cru de manière exponentielle et ont été l'objet d'un regain d'intérêt. Le marché de la finance islamique s'élève aujourd'hui à 1000 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de plus de 20%. S'il y a une chose autour duquel nous nous nourrissons l'ombre d'une tergiversation, c'est celui qui dit que la finance islamique est une bonne option de développement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui,
on va parler de la finance islamique. La question qui nous interpelle, c'est de savoir est-ce que la finance islamique est une bonne option pour le développement de l'Afrique. Je vous jure qu'à entendre mon co-débatteur, moi-même j'ai envie d'adhérer, tellement qu'à l'entendre, on dit que la finance islamique est un Eldorado. Mais ce n'est pas ça. Entre ce qu'il en est théoriquement et ce qu'il en est de façon pratique, il y a un gap entre les deux. Sur ce, mesdames et messieurs, durant tout ce débat, mes amis et moi, on va vous dire, vous informer sur les inconvénients, les tares et les limites de cette forme de finance en Afrique. Sur ce, pour être cohérent, on va s'accentuer sur 3 points. Le premier, c'est les conditions. D'après nous, les conditions ne sont pas requises pour l'installation et le développement de cette forme de finance en Afrique. Deuxièmement, il y a assez d'incohérence entre ce que la finance islamique dit être et ce qu'elle fait sur le terrain. Et troisièmement, on parle des freins au développement. Parce que d'après nos recherches, d'après ce que nous savons de ça, si on s'accentue sur les principes de cette même finance, ça freine certains secteurs en Afrique. Donc, ce que nous souhaitons, mes amis et moi, c'est qu'au sortir de ce débat, que vous soyez avertis, conscients et surtout vaccinés. Parce qu'on parle de l'Afrique et son développement. Il ne faut pas continuer à nous envoyer des choses qu'on ne comprend pas et nous dire que cette forme est une force pour le développement de l'Afrique. Merci et à tout à l'heure. Honorable membre du jury, auguste assemblée, la théorie économique nous enseigne que pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait investissement. Pour Joyner Maynard Keynes, le père de la macroéconomie moderne, l'investissement a des effets accélérateurs et multiplicateurs sur la croissance. Vous conviendrez avec moi que la croissance est une condition sine qua non du développement. Et pour qu'il y ait croissance, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait croissance. Donc, pour qu'on puisse parler de développement de l'Afrique, il faut qu'on investisse, mais pas investir n'importe où. Investir dans les secteurs porteurs de développement, des secteurs qui sont capables de contribuer à la richesse nationale. Et ces secteurs, ce sont les secteurs secondaires, le secteur primaire. Et ceci explique l'absence de développement de l'Afrique. Ces secteurs ne sont pas nourris par un investissement. Et pourquoi ces secteurs ne sont pas nourris par un investissement? C'est normal. Si on prend le rapport de la BCEAO en 2008, le secteur agricole ne bénéficie que 3% des crédits bancaires. Vous imaginez, 3%. Un secteur où se trouve 70% de la population. La finance islamique a des instruments, honorable membre du jury, auguste assemblée. Ces instruments peuvent stimuler le développement de l'Afrique en investissant dans les secteurs porteurs de développement, et je vais prendre l'agriculture. Quels sont ces instruments? Je vais vous citer la Moudaraba et le Musharaka. Ce sont deux instruments participatifs, de financement participatif. À quoi ça consiste? Pour la Moudaraba, c'est simple. Vous avez votre projet de développement, vous disposez de votre force travail, vous disposez de votre capital intellect, mais vous n'avez pas les capitaux nécessaires pour réaliser ce projet. La finance islamique, la banque islamique, en intervenant, non pas en emprunteur, mais en investisseur, peut vous permettre de réaliser ce projet dans une cogestion et à la fin de partager les profits. Et s'il y a perte, la banque accepte de perdre son capital. Et vous, votre force travaille. Parce que la banque s'est inscrite dans un esprit de solidarité économique. Pour ce qui est de la Musharaka, du Musharaka, c'est simple. Pour le Musharaka, c'est un instrument où les capitaux sont partagés. Je vais vous donner un exemple. Je suis un paysan. Je dispose d'une ferme. À quelques mois de la campagne agricole, je n'ai que de ma ferme. Je n'ai pas de quoi me payer une semence. Je n'ai pas de quoi me payer un matériel agraire. J'ai l'option. Je m'adresse à une banque classique, crédit agricole, et la banque me fournit du crédit, mais en contrepartie, je mets ma gage en ferme. Je mets ma ferme en gage, et plus, je paye l'intérêt. Mais, pour ce qui est du Musharaka, tel n'en est pas le cas. Alors,
Alors, honorable membre du jury, cher auguste assemblée, vous me demandez de choisir entre ces deux options. Je choisis la finance islamique. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est vrai que la finance islamique, telle qu'elle nous est présentée par l'équipe co-débatteur, peut émerveiller plus d'un, tant parfaite et épatante paraît-elle. Cependant, une analyse plus profonde, tant sur le fond que sur la forme, nous amène à nous questionner à plusieurs niveaux. En effet, pour qu'on puisse parler de finance islamique, il faudrait nécessairement parler de l'islam. Or, le principe islamique voudrait qu'il y ait d'abord des États islamiques avant de parler de ce type de finance. Et malheureusement, pour le dit principe, nous sommes en Afrique. Et vous le savez tout comme moi, l'Afrique est composée de 54 pays. Je dis bien 54 pays. Et figurez-vous que parmi ces 54 pays, il y a un seul pays qui est un pays islamique, à savoir la République islamique de Mauritanie. Dans ces conditions, mesdames et messieurs, dans ces conditions, d'après vous, combien de pays seraient prêts à faire cette mutation pour adopter ce type de financement? Je n'en vois pas beaucoup, pour ne pas dire du tout. À mon humble avis, il serait utopique, même illusoire et irréaliste, que de penser pouvoir installer ce type de financement en Afrique et de penser que ce dernier pourrait être la panacée des problèmes même de l'Afrique. Chers co-débatteurs, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mieux vaudrait mettre en place des États islamiques avant d'adopter ce type de financement. Je vous remercie. Pour juger juste, pour juger objectif, il faut savoir au préalable reconnaître la nature de la situation et de s'y ajuster. Ce qui nous pousse à ne pas s'attarder sur le terme islamique et de faire de la finance islamique une finance qui ne s'adapterait pas à une Afrique en mutation, comme elle dit, où il n'y a pas beaucoup d'États islamiques. Non. La finance islamique, d'abord, a un protagoniste. Et ce protagoniste-là ne se limite pas exclusivement à la société musulmane. Mais le protagoniste de la finance islamique comprend le comportement économique d'une manière générale, qu'il soit opposé ou en conformité avec l'islam. J'admire bien ta participation. Les finances éthiques que prône la finance islamique ont déjà été théorisées depuis l'Antiquité. Je l'ai dit tout à l'heure avec Aristote. Elles puisent leurs racines dans la religion musulmane. Rappelez-vous, en 1760, avec John Wesley, le fondateur du méthodisme, il insistait sur le rapport urgent et substantiel qu'on devrait établir entre l'utilisation de l'argent et l'éthique. Adam Smith, même, le père fondateur de l'économie moderne, insistait sur cela. Ce qui nous fait dire avec John Galbraith que la finance islamique offre le plus de ce dont les gens ont vraiment besoin et non pas le plus de ce dont les gens désirent. La finance islamique repose sur la justice économique. Quel continent ne veut pas aujourd'hui de la justice économique? Ce n'est pas l'Afrique. Ah oui. Elle prône aussi la stabilité de la valeur de la monnaie. J'y reviendrai. Mais plus important, l'indexation et le traitement du taux de chômage. Savez-vous, en Afrique, en 2009, le Zimbabwe avait un taux de chômage de 95%. Le Burkina Faso avait un taux de chômage en 2003 de 88%. Et le Sénégal, en 2007, avait un taux de chômage de 48%. Tandis que la finance islamique propose des solutions idoines pour la résorption du taux de chômage. En quoi faisant? En émettant une monnaie franche, une monnaie libre. Alain Bidal disait dans son fameux article « Création monétaire » qu'en Autriche, dans une petite ville du nord de Worg, de quelques 4300 habitants, où il y avait plus de 60% de la population active dans le chômage et où les impôts ne rentraient plus, la municipalité put en 11 mois, accordez-moi une attention toute particulière, en 11 mois, éradiquer le taux de chômage à travers l'émission d'une monnaie franche et sans intérêt. Ce qui nous pousse vers un point, ce qui nous fait converger vers un point. La finance islamique est incontestablement une bonne option pour le développement de l'Afrique. Et sur ce, nous ne nourrissons une quelconque hésitation. Je vous remercie. J'espère que M. K n'est pas là, le directeur de deuxième, sinon tout à l'heure il va me mettre à la porte. Parce qu'entendre monsieur, le co-débatteur de l'université Gaston Berger, j'ai envie de partir à l'université Gaston Berger tout à l'heure, tout de suite même. Mesdames et messieurs, vous savez, la finance islamique, comme nous le disent nos co-débatteurs, théoriquement, c'est vraiment l'Eldorado. Tout de suite, on y adhère.
Mais entre ce qu'il en est théoriquement et ce qu'il en est sur le terrain, je vous jure qu'il y a un gap entre les deux. Il ne veut pas qu'on parle d'islam, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas... Ou il fait exprès de ne pas vous dire que la finance islamique est basée sur la charia. Car, à ce que je sache, la charia, c'est une loi qui régit les conduites et les principes de l'islam. Cela est irrévocable. La finance islamique, quand on parle de banque ou de financement, on parle de business. La finance classique nous dit qu'on ne prête qu'à celui qui peut nous retourner notre argent. D'accord. Il y a même des hypothèques. Tu es solvable, je te prête. Tu n'es pas solvable, je ne te prête pas. La finance islamique nous dit que notre contrat est basé sur la confiance. Confiance. Mesdames et messieurs, confiance. Dans le monde, il y a 49 pays pauvres, très pauvres, dont 34 sont en Afrique. Vous basez votre contrat sur la confiance. Vous me prêtez. Si je ne paye pas, ce n'est pas parce que je refuse, c'est parce que je n'en ai pas. Par ailleurs, on prend un exemple concret. La première banque islamique à s'être installée au Sénégal s'est installée en 1982. 2 ans après, 2 ans je vous dis, en 84, elle a fermé ses portes. Elle a fait faillite. Vous savez pourquoi? Parce que la finance islamique est basée sur la charia. La charia prohibe l'intérêt. Et comme je viens de vous le dire, on dit qu'on ne prête pas sur les bases tangibles. C'est sur la base de la confiance. La banque a fermé ses portes. Pour que la banque reprenne, parce qu'on dit que la finance islamique, ouais, c'est l'Eldorado et tout. Mais pour que la banque reprenne, il a fallu qu'on fasse une gestion qu'on appelle gestion hybride. C'est-à-dire une finance qui s'appelle islamique, qui est basée normalement sur des principes de la charia, adopte les règles et les conduites de la finance classique. Pourquoi on parle de la finance islamique? Si une entité n'est pas capable d'être seulement et simplement sous ces principes qui la gèrent, pourquoi parle-t-on de cette finance? Encore une fois, c'est vrai que dans la tête ou théoriquement c'est une bonne finance et c'est bon pour l'Afrique, mais théoriquement, mais en pratique, réfléchissons, parce que nous croyons que ce n'est pas adapté. Je vous remercie. Mon camarade débatteur s'est apaisanti sur le mot confiance. Mais j'aimerais bien lui rappeler que le mot crédit vient du latin credere, qui signifie confiance. La monnaie fiduciaire, fiducias, confiance. La finance est liée à la confiance. Le financement, un système financier doit être au service de l'économie et l'économie au service de l'homme. Non. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est un système financier basé sur la cupidité, basé sur la recherche effrénée de profit. Et cette finance qu'il faut au développement, c'est une catastrophe anthropologique, je dirais. La finance islamique vient et renoue la confiance dans les rapports économiques. Et ceci, c'est fondamental. C'est fondamental qu'en accordant du crédit, qu'il y ait cette confiance. Le rôle de la monnaie n'est pas tout simplement d'enrichir les banquiers. Le rôle de la monnaie, je vous le résume tout fait. Ce que la langue est à la communication, voilà ce que la monnaie est à l'économie. Tout simplement pour faciliter les échanges. De même aussi pour le crédit. Bon, pour ce qui est des banques islamiques qui sont tombés en faillite, comme il dit. Mais rappelons-le, tout système financier s'adapte. La finance islamique s'adapte à un contexte bien donné. Si on doit faire de la finance islamique une option de développement pour l'Afrique, mais c'est normal qu'on pense aussi que la finance islamique va s'adapter à l'option, va s'adapter au caractère sociologique, au caractère géographique, politique, économique du pays. Donc, chers camarades, si vous croyez que le système financier qui est là, que ce système financier conventionnel est ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique, alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez par quel truchement les banques conventionnelles peuvent financer le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Vous savez, en venant ici, comme vous voyez, j'ai pris beaucoup de notes.
Je ne me suis pas trompé. Parce que je savais qu'on allait me dire tout ce que j'avais écrit sur mon papier. Dieu merci. C'est bien, messieurs. Vous êtes très élégants en me regardant me parler. Je vous en remercie. La finance islamique, elle est appelée islamique, vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, elle a des principes, elle a des règles, elle a des conduites. Cette finance, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas vous dire. La loi sous laquelle cette finance est basée s'appelle la charia. Cette charia, c'est un dogme. Vous savez, quand on parle d'adapter, on peut s'adapter à un environnement. Quand on parle d'islam, on ne s'adapte à rien. C'est un dogme. Ces principes sont clairs. Vous ne faites pas ça, vous ne le faites pas. Vous savez, mes amis ont parlé aussi de la prohibition de l'intérêt. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette finance faisait des cumuls de gestion. Je vais vous donner un exemple concret. On dit qu'en finance islamique, on prohibe l'intérêt. Encore une fois, entre ce que cette finance nous dit et ce qu'est la réalité, il y a un gap. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont suivi le dimanche passé, Walfadjri. Quand M. Sidi Lamine, président de Walf, nous expliquait qu'avec la banque islamique, on l'a prêté en 2 ans 300 millions. Il devait payer 12% chaque année en 2 ans. On a même hypothéqué sa maison. La banque islamique, sur ses principes et ses bases, voudrait qu'on n'hypothèque pas et ne parle pas d'intérêt. Vous savez, à entendre aussi mes co-débatteurs, tous les savants ou tous les scientifiques qu'on a cités ici, c'est des scientifiques qui nous viennent d'ailleurs, comme la Banque islamique aussi. Pour que l'Afrique se développe, il faut que les projets s'adaptent à l'Afrique. Pour qu'une entité croit qu'elle peut être l'option de développement pour l'Afrique, il faut que l'entité même accepte de se baser sur ses principes et les fonctions qui la régissent. Si cela n'est pas le cas, mesdames et messieurs, je vous jure, je suis certain d'ailleurs qu'aujourd'hui on va entendre beaucoup de théories, beaucoup de citations, mais en pratique, pour l'Afrique, parce qu'on doit penser pour l'Afrique, on est des étudiants, on est des intelligents, on doit penser pour cette Afrique, on doit penser aux projets adaptés à cette Afrique. Je vous remercie. Il vient de dire « je vous jure, je vous jure ». Mais la sincérité en soi n'est pas pour cela une vérité. Il faut nous amener des éléments tangibles sur lesquels le public pourra s'appesantir pour juger. Ne pensez-vous pas? Il a eu à insister sur le terme islamique. Et même le système capitaliste a une base, a un arrière-fond, mais foncièrement religieux. Et il faut lire Max Weber, l'éthique du protestantisme et l'esprit du capitalisme pour en avoir un aperçu. Que voulons-nous? Mais je vous propose un petit exercice qui est intellectuel et stimulant. Représentez-vous un monde, un village planétaire, où il y a non seulement une désarticulation des économies nationales, mais aussi la consolidation d'une foi développementaliste, un certain économicisme suivi d'une rationalité quantifiante. Un monde où, comme le dit Gilbert Rist à la page 9 de son immense œuvre Survivre au développement, les 3 personnes les plus riches ont une fortune qui est supérieure à celui des 48 pays des plus pauvres, qui sont majoritairement en Afrique, bien sûr. Un monde où les 15 personnes les plus fortunées ont un PIB supérieur à celui de l'Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez me poser la question. Et je vous répondrai, c'est parce qu'il y a fondamentalement un système de finance générateur d'inégalités sociales. Et sur ce point aussi, il faut marquer le pas et saluer la finance islamique. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur une justice socio-économique. Parce qu'elle prône la soutenabilité du développement. Elle prône aussi la réintroduction de l'homo socius. Vous savez, l'homo economicus, ce qui l'importe, c'est la maximisation du profit. Il est hédoniste. Voilà, la maximisation de la rentabilité. Mais la finance islamique dit non. Il faut se préoccuper du bien-être économique, la redistribution des biens et services. Et c'est ce qui fait d'elle une conditionnalité indépassable. Non seulement pas pour l'Afrique seulement, mais pour le monde tout entier. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, voilà un sujet qui nécessite vraiment une grande attention de tous, tellement il y a des choses à dire sur le sujet. Mais je vous assure qu'en adoptant cette forme de finance, elle produira l'effet contraire attendu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un vecteur pour le développement en Afrique, elle sera un facteur de pauvreté. Donc, malgré l'engouement que présentent mes co-débatteurs face à la finance islamique, ses perspectivités dans d'éventuelles crises, je reste à penser qu'elle demeure un frein pour le développement en Afrique. Et pourquoi? De par sa seule appellation, vu qu'elle constitue même la force de sa faiblesse, et aussi parce qu'elle relève d'un aléa moral. Or, dans de telles conditions, l'Afrique a besoin de toutes ses forces pour pouvoir se développer, car c'est dans sa diversité qu'elle est la plus forte, messieurs et dames. Oui, dans sa diversité. S'agissant de l'harmonisation des systèmes, il est clair que cela n'aura même pas lieu, car cela ne pourra pas se faire. D'une part, on aura le système capitaliste, comme le disent nos chers co-débatteurs, qui est connu de tous. Et d'autre part, le système islamique, qu'on devra tous apprendre. Mais je vous assure que cette confrontation entre système islamique et celui capitaliste plongera gravement ou nuira gravement à l'intégration à l'Afrique et aussi à son développement. De surcroît, nous pourrons tomber facilement dans un effet de mode. Et selon que nous appartenions à une religion, nous verrons ici créer des banques catholiques, protestantes ou païennes. Je vous assure, le but recherché ici, étant l'essor et le bien-être de notre pays, de notre continent, face aux yeux du monde, vous conviendrez avec moi qu'il serait tout bénéfique pour nous que cela ne se concrétise pas. Je vous remercie. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre au fait qu'on véhicule autant de peur. De quoi avons-nous peur de la finance islamique? Et pourtant, tel n'en est pas le cas de l'autre côté. Au lendemain de la crise financière, on a vu des banques, Citibank, BNP Paribas, pour ne citer que cela, ouvrir des guichets de la finance islamique. Les pays occidentaux n'ont pas peur. En 2004, en Angleterre, le premier pays européen à avoir créé une banque entièrement islamique, 100% islamique. Donc de quoi avons-nous peur? L'expression islamique on peut comprendre que ça véhicule autant de présupposés sur autant de, je ne sais pas moi. Non, tel n'en est pas le cas. La finance islamique, on peut l'appeler finance éthique, si l'islam dérange. Allons-y. Une finance, un système financier qui se met en place, qui avec ses instruments, je vais le répéter, est capable de financer des secteurs porteurs de développement. Je vous ai pas tantôt parlé de deux instruments, le Musharaka et le Mudaraba. Je vais revenir sur un autre instrument, l'Istisna'a, qui est un instrument où la banque islamique accepte d'acheter un matériel, une immobilisation qu'elle met à la disposition d'un entrepreneur, imaginons, d'un PME, et que cette entreprise va tout simplement rembourser ses dettes de façon échelonnée. Mais de quoi a-t-on? Les paiements, voilà ce dont elles ont besoin. Voilà ce dont les entreprises ont besoin. Les entreprises ont besoin de fonds de roulement et il faut qu'il y ait un système financier, il faut qu'il y ait une banque qui accepte de les financer. Et les instruments de la finance islamique sont convenables. Je vous l'ai montré, l'istisna'a, le musharaka, le mudaraba, l'ijara, et même les soukouk, pour parler au niveau beaucoup plus macro, qui sont convenables pour les États. C'est ce que le Sénégal a compris. Actuellement, on est dans un processus d'émission de soukouk pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Donc, il n'y a pas de peur. Les pays africains l'ont compris. Et la preuve, en 2010, à Dakar, s'est tenu le 10 janvier, du 10 au 12 janvier, un forum international sur la finance islamique. Donc, il n'y a pas de peur à véhiculer.
La finance islamique est en marche et puis elle montre cela par son taux de croissance annuel qui est supérieur à 20% en moyenne. Donc, je vous remercie. Bien. Mon co-débatteur vient de poser une question très importante. De quoi avons-nous peur? Ou je vais reformuler la question. Pourquoi avons-nous peur de la finance islamique? Je veux vous le dire. C'est peut-être une information qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont omis de mentionner. Vous serez très surpris si je vous disais que le taux de bancarisation en Afrique, et là je parle en Afrique, je n'ai pas dit dans tel ou tel pays, en Afrique, est de 5%. Sur un continent de 54 pays, il est de 5%. Comment concevez-vous, je dis bien, concevez-vous, comment concevez-vous pouvoir faire prospérer la finance islamique en Afrique? Or, elle demande d'importants moyens colossaux, sources de financement. Comment? Comment? De plus, si elle venait à être préconisée, il y a un point sur lequel on devrait mettre l'accent. L'obstacle au financement, ce sera un obstacle au financement aux activités majeures en Afrique, notamment les secteurs comme le tourisme, dans le domaine des hôtelleries, bien entendu, les industrialisations dans le domaine de la brasserie, et sans oublier l'agriculture dans le domaine des vignobles. Pour illustrer cela, je vous donnerai quelques chiffres. Le tourisme seulement, au Sénégal, a un chiffre d'affaires en croissance évolution. En 2002, il était à 98 milliards. Et aujourd'hui, il se retrouve à 300 milliards de CFA, soit 14% des recettes à l'exploitation. Et si je parlais du domaine sportif, ne serait-ce que pour prendre comme exemple la lutte. Ok, je suis d'accord qu'elle soit prohibée par son caractère exhibitionniste et nudiste, d'accord. Mais dans le domaine du football, les gens sont habillés de la tête aux pieds. La finance islamique ne pourra pas financer de tels secteurs. Et pourquoi? Je vais vous donner la raison. Parce que la charia proscrit, autant pour moi, le caractère pervers des transactions commerciales que les revenus qu'engendrent ces secteurs. Et de plus, nous savons aussi que pour un tel mode de financement, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir le réapprendre pour se l'approprier. Même la finance classique, c'est vrai, elle a ses échecs, d'accord, mais je suis bien d'accord que, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, ces principes gouvernent notre vie, oui, mais pas celle de quelque institution que ce soit. Je vous remercie. Son ingéniosité me séduit à bien des égards, mais vous savez, une organisation économique ne naît pas et du jour au lendemain affirme une prédominance sur le plan international. Non, ça n'existe nulle part. C'est comme quand on naît, on passe par une phase d'enfance, d'adolescence et une phase de maturité. C'est le cas pour la finance islamique. Et pour lui répondre, la finance islamique n'a pas encore affirmé une introduction soutenue en Afrique. Et aussi, les Africains n'ont pas encore cette culture bancaire. Mais cela ne fait pas de la finance islamique une mauvaise option pour le développement de l'Afrique. Non. Encore une fois, ce qui démontre la substantialité et la vitalité de la finance islamique, c'est tout simplement parce qu'elle témoigne d'une certaine robustesse aux crises financières qui ont eu à secouer le monde. Mais qu'en est-il de la crise subprime? Qu'en est-il de la crise mexicaine 1994-1995? Mais pendant que la finance conventionnelle était aux confins du monde en train de crier au secours, la finance islamique a été là et a témoigné d'une certaine robustesse. Ça, il faut le souligner. Secondement, le taux d'intérêt. Ils ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est ce qui touille l'Afrique. Imaginez-moi, considérez-moi comme un État africain. Je suis obligé d'aller en Europe, à l'Occident, pour faire des prêts. J'emprunte 1000 milliards, par exemple, 1000 milliards de dollars. Je suis obligé, lors du remboursement, de payer 2000 milliards. Vous voyez le désastre du taux d'intérêt. Et si la finance islamique vient aujourd'hui pour nous en priver, pour nous en priver, il faut l'accueillir à bras ouverts. Secondo, ce qui fait de la richesse de la finance islamique, encore une fois, et ce qui fait une bonne option pour le développement de l'Afrique, c'est qu'elle témoigne une volonté
inébranlable, une volonté indéfectible, mobilisée pour la lutte contre toute forme d'iniquité, retenez bien, toute forme de dépossession, toute forme de désappropriation au profit des minorités dominantes. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais Marie-Dominique Perrault. Enfin, la finance islamique sonne le glas à la main invisible. La finance islamique sonne le glas au marché autorégulateur et essaie de le réguler. Et sur ce point, encore une fois, chers camarades, elle est incontestablement, indubitablement, plus qu'une bonne option pour le développement de l'Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que qui parle de finance islamique parle impérativement de l'islam. Or, le principe islamique voudrait qu'il y ait d'abord une banque centrale islamique. Et, chers camarades, vous constaterez avec moi que ce n'est pas le cas en Afrique. Il me paraît fondamental de rappeler pour la gouverne des gens qu'il est du ressort de la banque centrale dans les pays laïcs comme le Sénégal de régir la réglementation bancaire à laquelle sont assujetties toutes les banques, je dis bien toutes les banques et tous les établissements financiers, y compris les banques islamiques. Or, nous trouvons des banques islamiques dans ces mêmes pays laïcs où le système bancaire n'est pas chapeauté par une banque centrale islamique, alors que leur principe à eux voudrait que ces banques dites islamiques fussent sous la coupole d'une banque centrale islamique. Dès lors, cher public, ne peut-on pas en conclure que ces banques ont sciemment enfreint à leur principe de fonctionnement, ou mieux encore, ont-elles collé le vocable islamique comme pour capter les fonds mirobolants qui proviennent du Golfe? En tout état de cause, le constat est là. Allez savoir, il y a matière à y réfléchir. Et très sincèrement, de vous à moi, je pense que ces banques sont tout sauf des banques islamiques. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez très bien entendu ce que mes camarades débatteurs ont dit. En fait, quel que soit le point de vue à partir duquel l'on veut disqualifier la finance islamique, que ce soit d'un point de vue théorique ou bien d'un point de vue technique, sachez qu'il est vain. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les valeurs socio-économiques de la finance islamique ont été appliquées et bien posées depuis le XVIIIe siècle, à l'ère d'Aristote. Et surtout, sachez bien, parce que ces valeurs transcendent les cadres spatio-temporels et religieux, tels qu'ils ont eu à le dire. Honorable juré, auguste assemblée, l'usage de la finance islamique par l'Afrique pour atteindre l'idéal qui constitue le développement est nécessité. Non, que dis-je? Je dirais plus fort, vous me le permettrez. Ceci constitue un impératif. Permettez-moi de m'expliquer. D'une part, c'est-à-dire dans le cadre des relations liant les ménages aux institutions financières, la finance islamique vient à point nommé. Et que fait-elle? Elle abroge l'exploitation de l'homme par l'homme. Par quoi? Par la création de profits sans travail et par le travail d'autrui. Ceci est caractérisé par l'intérêt au riba. Et d'autre part, c'est-à-dire dans le cadre des relations entreprises, usines, industries et institutions financières, la finance islamique arrive et décrète la fin. La fin de quoi? De la phobie de l'entreprise liée à l'investissement. Et dans les deux cas, la finance islamique nous assure quoi? La disponibilité, l'accessibilité à un investissement pour qui? Pas que pour ceux qui sont nantis et qui délaissent les pauvres, non, mais pour tous. En sus, la finance islamique assure efficience, sens des responsabilités, partage des profits et des pertes lorsque vous co-contractez avec la banque, et surtout, ce qui nous concerne dans le débat d'aujourd'hui, une croissance saine et durable. De ce fait, toute tentative de sa dénégation est certes louable en effort, nous devons le reconnaître, mais reste un échec. Mesdames et messieurs, figurez-vous que la crise de 2008 a occasionné une perte de 2200 milliards de dollars à l'économie mondiale et aussi une chute de la capitalisation boursière de 30 000 milliards de dollars. Il s'agit là de faits alarmants. Mais qu'en est-il maintenant de l'Afrique? En Afrique, cette crise a évincé un progrès historique des économies africaines vers le développement, avec un taux de croissance moyen de 2000 à 2007 qui équivalait à 5%.
et un accroissement des flux des capitaux de 17 milliards à plus de 80 milliards de francs CFA. Ce qui a induit, de facto, une baisse drastique des investissements dans les pays africains tels que Mozambique, où il y a eu tout simplement un arrêt des projets d'usines de raffineries chimiques et de centrales électriques, faute de financement. Ce que corrobore également des chiffres alarmants, où au Tchad, avec 20% en ce qui concerne une baisse des revenus des matières premières, de 20% au Tchad, de 15% au Congo et de 16% au Niger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, sachez une chose, ne nous méprenons pas. La finance islamique constitue un puissant antidote pour juguler les effets pervers de la finance conventionnelle et constitue en même temps un puissant levier permettant de booster l'économie africaine vers le développement. Merci. Je dis ça parce qu'à votre place, j'allais dire la même chose. Waouh! Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La finance islamique est-elle une bonne option pour le développement de l'Afrique? Oui, théoriquement, mais non, pratiquement. Vous savez, mesdames et messieurs, à entendre nos co-débatteurs vanter les mérites de la finance islamique, encore une fois, toute l'Afrique va adopter cette forme de finance. Mais je vous dis qu'en réalité, il y a un gap entre ce qu'ils disent et la réalité. Vous savez, il s'accentue sur la prohibition de l'intérêt. Je viens de vous donner un exemple très clair. M. Sidi Lamine qui nous a parlé de l'intérêt que la finance islamique prenait en 2 ans chaque année, 12%, sur le prêt qu'ils lui ont octroyé. Et ils ont même hypothéqué sa maison. On parle de finance islamique. Cela est clair. On dit finance islamique. Par ailleurs, ils disent, j'ai oublié tout à l'heure le chiffre qu'il y a, 11 milliards. Hein? C'est parce qu'on n'a pas eu assez de temps. On pourrait aussi vous parler de la source douteuse, d'ailleurs, des provenances de cet argent. On ne sait pas d'où vient cet argent. Vous prohibez l'intérêt. Vous vous accentuez sur la confiance. Vous n'avez pas d'hypothèque. Si en tout cas vous êtes finance islamique, parce que la finance islamique, encore une fois, s'accentue sur la charia. Tel n'est pas le cas. Vous savez, je crois que l'heure est grave. Nous sommes des étudiants, nous sommes des intelligents. Le moment est arrivé pour nous de réfléchir à ce qui est bien pour l'Afrique. On nous a beaucoup transporté des choses ou importé. Le moment est venu pour nous de dire voici la forme de finance ou le projet qui est adapté à l'Afrique. La finance islamique, comme on vous l'a dit, on s'est accentué sur trois points. Les conditions qui n'étaient pas requises, son incohérence ou son incompatibilité, mais également les freins au développement. Mon ami tout à l'heure vous a parlé des secteurs qui n'allaient pas être financés si on adoptait la finance islamique, la brasserie. Pour finir, je vais faire quelque chose. Parce qu'à notre avis, l'intégration est de mise pour une finance. Ce que je vais faire est pratique. Je vais appeler Mademoiselle Cathy, permettez-moi, et Monsieur Achaël. Mademoiselle Cathy, sénégalaise, musulmane. Monsieur Achaël, gabonais, chrétien. Monsieur Maka Traoré, guinéen, musulman. Si on n'a pas des projets qui acceptent nos diversités, qui acceptent ce que nous sommes, je vous jure que les projets-là ne feront que long feu en Afrique. Je vous remercie. Je commencerai par féliciter nos candidats pour la belle prestation de cet après-midi sur un sujet aussi important que la finance islamique. J'avoue que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup écouté également les contributions des deux parts.
Et aujourd'hui, il me semble que je ne pourrais pas faire une synthèse comme d'habitude, parce que le sujet est extrêmement important. À l'écoute des deux équipes, je reste mitigé. Je suis partagé, parce que des deux côtés, j'ai entendu des arguments qui peuvent rencontrer ma raison. Mais je vais faire une petite analyse avec vous. La finance islamique a toujours existé. C'est depuis l'avènement de l'islam, même avant, parce que Thomas d'Aquin, qui est l'auteur principal de l'économie chrétienne, a beaucoup théorisé sur la prohibition de l'intérêt. Parce que selon lui, on interdit l'intérêt pour éviter le différentiel de traitement entre celui qui a un surplus et celui qui a un besoin de financement. Et au nom de la dignité, devant la religion, qu'on soit riche ou pauvre, on est assujetti aux mêmes conditions et à égale dignité. C'est pourquoi l'économie islamique ou bien l'économie chrétienne proscrit l'intérêt. Ceci dit, la finance islamique intéresse les économistes depuis l'avènement de la crise financière de 2008. C'est avec la crise qui a consacré une critique fondamentale du système capitaliste, pour dire libéral, qui a détruit, déstructuré l'économie mondiale avec des pertes incommensurables de richesses dans le monde et une précarité indescriptible dans toutes les grandes économies de la planète, que les économistes se sont posé la question: si la crise est d'origine financière, pourquoi réfléchirons-nous pas à mettre en place un système islamique qui enlève la recherche effrénée vers le profit, donc le système capitaliste? Parce que dans le système islamique, il y a une prohibition de l'intérêt. Alors, c'est à partir de cet instant qu'on a maintenant un engouement ou un intérêt à étudier les structures bancaires, financières islamiques. Et aussi, durant la crise financière de 2008, les seules banques qui n'étaient pas en difficulté étaient les banques islamiques. Donc c'était les banques, que ce soit à Londres, aux États-Unis ou en Arabie Saoudite ou partout dans le monde, les banques islamiques ont résisté à la crise par rapport aux banques qui étaient dans le secteur classique de la finance internationale. Mais pour autant, il faut dire que le système classique de la finance a permis au monde aujourd'hui de réaliser le surplus de profit. Toute la richesse qui a été créée depuis les années 30 a été possible grâce au support de la finance classique. Et comme ils l'ont dit, un système doit forcément s'adapter par rapport à son évolution et par rapport à son contexte géographique. C'est pourquoi, dans l'analyse, ils l'ont dit, la finance islamique a une faiblesse fondamentale. C'est que la confiance est l'émanation du dogme. Ça, c'est une faiblesse fondamentale de la finance islamique. Parce que dans la finance classique, la confiance repose sur la réputation. La réputation n'est que la somme des expériences que la banque a vécues avec le client, qui lui permet de forger une opinion objective sur les capacités de remboursement du client. Alors que dans le système classique de la finance islamique, la confiance relève du dogme. Et on sait que généralement, l'être humain est de nature très opportuniste. Raison pour laquelle la finance islamique aujourd'hui n'arrive pas à se développer à une vitesse de croisière comme la finance classique. Pour autant aussi, la finance classique a des reproches extrêmement importants. Notamment, on l'a vu avec la crise financière de 2008. Donc, c'est un système qui exclut des fois même l'économie réelle. C'est-à-dire la possibilité de faire des emplois
de faire de la richesse sans même créer des emplois, où la logique financière l'emporte sur la logique productive. Et cela exclut l'être humain du système économique, alors que l'homme ne doit pas subir l'économie, l'économie doit être au service de l'homme. Et par ce mécanisme de recherche effrénée vers le profit, la finance classique exclut de fait l'être humain du champ économique. Et c'est ce qui est à l'origine de la crise financière de 2008, notamment la crise des subprimes, où les banques, en voulant coûte que coûte faire du profit, ont octroyé des crédits à une partie des consommateurs qui étaient les plus vulnérables. Donc, on peut dire fondamentalement que des deux côtés, les arguments se valent. Maintenant, pour l'Afrique, il me semble qu'il faut continuer le débat. Parce que jusqu'à présent, en diagnostiquant le système bancaire ou bien le système financier africain, on n'a pas assez d'éléments. Même la finance classique n'est pas très développée en Afrique. Parce que les camarades l'ont rappelé, le taux de bancarisation en Afrique est très faible. La finance a du mal à se développer avec le système informel africain. La finance classique a du mal à se développer avec l'asymétrie d'information, qui est un élément essentiel pour le développement de la finance, c'est-à-dire la transparence dans les informations financières qui concernent non seulement les ménages, mais aussi les entreprises. Et par rapport à ça, il me semble qu'il est très tôt de dégager une voie. Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique aussi ne doit pas fermer ses portes à la finance islamique. Parce qu'il me semble que l'Afrique est en train de chercher sa voie. Et l'adoption de la finance islamique n'exclut pas qu'on soit avec aussi la finance classique. Donc, on peut partir sur un système hybride qui fonctionne selon la tonalité, avec la finance classique et des fois avec la finance islamique. Et ça, vous le savez, les grandes banques firmes multinationales aujourd'hui fonctionnent avec les deux versants, le versant islamique et le versant classique. Donc, ça montre la voie à nos économies qu'il ne faut pas fermer la voie à la finance islamique. Donc, je ne peux que me réjouir de la profondeur des débats et j'exhorte les candidats à continuer à la réflexion parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Je vous remercie. À bientôt.